Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du BlablaPod, un épisode un petit peu particulier puisque j'ai décidé de filmer cet épisode. Alors vous ne me voyez pas d'abord parce que vous avez probablement l'habitude de m'écouter sur Spreaker et que c'est là que vous m'écoutez en ce moment. Et dans ce cas-là, je vous invite à, si vous voulez, aller voir la vidéo sur YouTube. Et ensuite, même sur YouTube, si vous m'écoutez, eh bien, ce que vous voyez, c'est mon trajet à vélo. J'ai décidé de filmer sur mon vélo, puisque c'est souvent là que j'enregistre mes podcasts. Et aussi parce que, comme ça, eh bien, des fois, vous comprenez pourquoi ma voix baisse, ralentit ou que j'ai l'air perturbé. Vous avez le contexte vidéo. Aujourd'hui, je voulais un petit peu parler. On va faire une pause. On a fait une pause parce que je suis pas très à l'aise de parler tout seul à une intersection à laquelle je suis arrêté. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle un petit peu d'agriculture. Je sais que pour les Européens, et particulièrement pour les Français, c'est un sujet qui est beaucoup discuté en ce moment avec l'annulation, enfin pas l'annulation, pardon, avec la non-interdiction d'un produit pesticide qui s'appelle le glyphosate. Et je trouvais que c'était un bon contexte voilà, pour parler de ce qu'on mange, comment on le produit, comment on devrait le produire, comment on devrait le manger, ce genre de choses, parce que c'est un sujet qui me touche, et ça me touche parce que j'ai plus de 30 ans et que je deviens un vieux con. C'est correct, c'est comme ça, les centres d'intérêt changent et évoluent dans la vie. En tout cas, j'ai pas suivi avec beaucoup d'attention les débats français, et d'une façon générale, je me tiens relativement loin de l'actualité sur ce genre de choses. Donc ce que je veux dire peut peut-être vous paraître en décalage ou pas forcément dans le sujet, c'est parce que c'est pas exactement dans le sujet. Je m'en sers juste comme d'un prétexte pour parler de ça. J'étais un petit peu surpris de lire ça et là sur les réactions Facebook vis-à-vis de l'actualité française, différentes études sur les impacts sur l'homme de l'utilisation du glyphosate, impacts qui sont minimes ou non existants, ce qui n'est pas vraiment une surprise, hein. Le produit a été approuvé plusieurs fois par plusieurs autorités gouvernementales qui ne sont pas toutes aux mains des lobbies ou quoi que ce soit, et puis on en mange depuis quand même longtemps. Il faut dire ce qu'il est, les produits sont dissous dans la terre, lavés par la pluie, par l'arrosage, et enfin les produits sont lavés avant d'être vendus. Bref, c'est sur la non-toxicité, ça tient plus de processus que de caractéristiques du produit lui-même. Mais surtout, moi je suis surpris parce que lorsqu'on avait commencé à parler des enjeux de ce type de produit, il s'agissait pas spécialement de la santé humaine, mais plutôt de la biodiversité, la disparition des insectes pollinisateurs, comme les abeilles en particulier, et par conséquent des oiseaux qui les mangent, puis de leurs prédateurs, et de toute une chaîne qui s'effondre tranquillement, pas vite. Donc je sais pas quand est-ce que le débat a glissé, mais je trouve ça dommage, parce que pour moi l'enjeu il est surtout là. En fait, on parle quand même beaucoup du réchauffement climatique, puis on a tendance à le quantifier grâce aux émissions de gaz à effet de serre, puis je pense qu'on fait un raccourci qui est probablement simplement à vocation médiatique, c'est-à-dire expliquer à tout le monde ce qui est en train de se passer, pourquoi ça se passe et quelles sont les mesures à prendre, mais ça reste un raccourci, et dans le réchauffement climatique, il y a bien d'autres aspects, et l'agriculture, eh bien, elle est
coupable, entre guillemets, responsable, fautive il y a bien d'autres aspects. Et je pense en particulier à l'exposition des sols à la lumière du soleil. Dans la nature, les sols ne sont jamais exposés. L'état naturel d'un territoire, c'est la forêt. C'est-à-dire que sans intervention humaine, tout lopin de terre a vocation à se transformer plus ou moins vite en forêt. Et l'agriculture telle qu'on la pratique aujourd'hui, elle a exactement la vocation inverse, c'est-à-dire que on pratique la monoculture, on plante différents végétaux, enfin justement pas différents, on n'en plante qu'un, un végétal sur une grande surface, dénuée d'arbres, dénuée d'autres végétations. Le sol est à nu, le sol se chauffe. S'il contenait du méthane, eh bien, le méthane s'évapore, se retrouve dans l'atmosphère. La température globale augmente, le sol est exposé au vent, donc il s'assèche. Donc on arrose, donc on puise dans la nappe phréatique, etc. C'est tout un mécanisme qui contribue lentement, mais sûrement au changement climatique. Et le truc, c'est que les climats, ça se fabrique. Ça se fabrique à l'échelle locale, mais le local, quand on l'additionne sur d'aussi grandes surfaces que celles où l'on pratique l'agriculture, ça finit de devenir le monde. Et si vous êtes sceptique sur le fait qu'un climat, ça se fabrique assez facilement, j'ai un exemple à vous proposer. L'exemple, c'est celui d'un agriculteur qui est d'origine ontarienne, je crois, en tout cas qui vit aujourd'hui en Basse-Côte-Nord au Québec, qui est donc un endroit très au nord, exposé au vent de la mer, donc assez sec. Il est vraiment difficile d'avoir une production maraîchère et encore plus fruitière à cet endroit-là, et pourtant, ce gars-là, eh bien, il a réussi en plantant différents arbres, différentes haies, différents végétaux, à créer le climat dont il avait besoin pour faire pousser ce dont il avait besoin, et qui pourtant officiellement entre guillemets, parce que la nature a la seule autorité là, mais selon les grands principes d'agroécologie, ne devrait pas pousser à cet endroit-là. Et pourtant ça pousse. Plus compliqué, pour différentes raisons administratives, cette personne-là a dû prendre un cours pour obtenir un diplôme. Alors je me souviens plus exactement de l'intitulé, c'était au cégep, mais essentiellement c'était un cours d'agronomie et d'agriculture dans lequel il s'est vu enseigner les grandes zones de climat et ce qu'on pouvait y pousser, et dans lequel essentiellement on lui a enseigné que ce qu'il faisait ça n'existait pas. Alors évidemment il a, comme vous vous en doutez, traîné ses professeurs jusque dans son petit lopin de terre pour leur montrer que si, c'est possible, un microclimat, ça se fabrique. Et les agriculteurs conventionnels, eh bien, à leur échelle, ils fabriquent aussi un climat. Et ces climats, qui sont tous les mêmes d'ailleurs, ces microclimats qui sont tous les mêmes, ils s'additionnent bout à bout, surface par surface, pour finalement représenter un pourcentage non négligeable de la surface de la planète. Voilà pour tenter de vous convaincre que c'est important et que c'est pas... On peut pas juste raccourcir le débat sur le réchauffement planétaire aux émissions de gaz à effet de serre, ça suffit pas. Donc l'autre point, c'est que beaucoup de gens, y compris les agriculteurs et les professionnels de l'agriculture, considèrent que la façon dont on produit à manger aujourd'hui, c'est moderne. C'est ce qu'on fait de mieux en termes de technique, en termes de savoir-faire, mais c'est vraiment pas le cas. En fait, on a commencé en Europe après la fin de la Seconde Guerre mondiale à changer les façons de cultiver, et en Amérique du Nord un peu plus tard,
dans les années 60, grâce à différents signaux d'alarme qui ont été tirés sur les famines qui s'en venaient vis-à-vis de la surpopulation. Mais ces méthodes qui ont commencé à ces époques-là en Europe et en Amérique du Nord, elles ont été développées en réalité au 19e siècle. Et c'est important de le savoir parce que sur l'argument de si on fait pas ça, c'est un retour en arrière, il y a beaucoup de raccourcis intellectuels qui sont faits, qui sont presque malhonnêtes, même s'ils sont faits de bonne foi. Toutes les méthodes qu'on a aujourd'hui, elles ont été développées au 19e siècle, et ça vaut aussi pour les engrais et les pesticides chimiques. Le nitrate de potassium est cité dans la maison rustique du 19e siècle, qui est une encyclopédie de l'agriculture qui a été éditée, devinez, au 19e siècle. Et c'est pas nouveau. Simplement, dans ce bouquin, et puis je vous mettrai en référence une très bonne vidéo YouTube qui explique le contenu de cet ouvrage. Dans ce bouquin, on n'y décrit pas les techniques de l'agriculture du 19e siècle, telles qu'elles étaient pratiquées, mais telles qu'elles devraient être pratiquées, telles qu'on saurait le faire au sommet du savoir-faire et des connaissances technologiques du 19e siècle. Les gens ne faisaient pas du tout ça et ils ne connaissaient pas la plupart de ces techniques, en particulier les engrais chimiques étaient inaccessibles et puis l'usage en était totalement inconnu aux agriculteurs de l'époque. Donc il a fallu attendre presque un siècle pour que, entre un demi-siècle et un siècle, pour que ce savoir-faire, ces connaissances soient mises en pratique et à l'occasion de deux grandes crises majeures. Une bien réelle, avec des famines bien réelles, et l'autre potentielle et évitée probablement de justesse. Et pourquoi c'est si lent ? Eh bien tout simplement parce que travailler la terre, c'est un investissement long. À titre d'exemple, une vigne, ça prend à peu près au moins 25 ans avant qu'elle produise des fruits qu'on peut vinifier, avec lesquels on peut faire du vin. Donc, quand on a une exploitation, qu'elle soit petite ou grande, on est sur un investissement sur la terre de plusieurs décennies. On apprend une technique, on l'applique, et on ne va pas en changer au cours de la vie. Et je vais prendre un semi-exemple. Je vais expliquer pourquoi c'est un semi-exemple. Le bio, un très mauvais taux de rétention auprès des agriculteurs qui pratiquaient un autre type d'agriculture avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bio, c'est soit des entreprises à taille mondiale qui le pratiquent, avec des agriculteurs qui sont employés, soit des nouveaux agriculteurs. Les agriculteurs qui pratiquaient l'agriculture conventionnelle avant, eux, eh bien, tout simplement, ils ont du mal à se faire changement de méthode, changement de coût, changement de rentabilité, etc. Et pourtant, c'est un glissement qui est facile. On change de produit, c'est-à-dire des pesticides, il y en a toujours, c'est juste pas les mêmes. Les engrais, il y en a toujours, c'est juste pas les mêmes. Ça demande un peu plus de travail. Mais le calendrier reste le même. On est toujours dans de la monoculture, on est toujours mécanisé. Donc les changements sont pourtant pas si incroyables et ça reste que le taux de rétention est minime. Et le fait que les changements soient petits, c'est la raison pour laquelle je dis semi-exemple. Donc, changer d'agriculture, ça prend longtemps et ça se comprend. Ça n'est pas prêt de changer. C'est pas juste une question de temps de communication des nouvelles techniques, c'est vraiment une question de mise en œuvre. Et là, vous allez me dire, ok, tu nous dis que l'agriculture telle qu'on la pratique aujourd'hui, c'est dépassé, mais c'est quoi le futur ? C'est quoi les solutions que tu proposes qui sont si bien, si merveilleuses ? Bon. Eh bien, il y a 50 ans, et non pas 150 comme les techniques de l'agriculture d'aujourd'hui,
il y a 50 ans, un Australien a développé une technique qui s'appelle la permaculture. Et c'est évidemment de ça dont j'aimerais parler. La permaculture, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée de, plutôt que de dévoyer la nature et de la détruire pour y planter ce dont on a besoin, c'est l'idée d'utiliser la nature pour faire le travail qu'on ne veut pas faire manuellement. Donc, essentiellement, on se parle de designer, de concevoir un espace vert qui va produire pour nous les aliments dont on a besoin. L'idée, c'est d'avoir un genre de forêt nourricière. C'est peut-être un terme que vous avez entendu, c'est peut-être un terme qui vous semble ridicule, parce que c'est un petit peu, effectivement, en fait, on ne parle pas vraiment, quand on parle de forêt nourricière, on parle ni forcément de forêt, ni forcément de nourricier, mais c'est une expression qui symbolise tout l'idée selon laquelle on a la nature qui nous fournit ce dont on a besoin, mais ça n'est pas un retour en mode chasse-cueillette. En fait, un espace de permaculture bien designé produit beaucoup plus au mètre carré qu'un espace d'agriculture, un champ d'agriculture conventionnelle. Là aussi, je vous linkerai une vidéo d'un gars qui, si ma mémoire est bonne, vit en région parisienne en France, et qui, dans son jardin, de banlieue pavillonnaire, récolte plus de 300 kg de fruits et légumes, sachant que toute la surface du jardin n'est pas dédiée à la production et que c'est pas son métier. C'est-à-dire que littéralement, ce sont ses heures de soir et week-end qu'il passe à s'occuper de son jardin. Or, son taux de rendement au mètre carré, eh bien, il est tout à fait, il est au-dessus de l'agriculture conventionnelle, alors qu'il n'y est pas dédié à 100%. Le principe, c'est qu'il n'y a jamais une plante qui n'a qu'un seul emploi. On va utiliser la capucine qu'on peut et manger et utiliser pour concentrer toute la population de pucerons. Les pucerons qui vont attirer les fourmis, qui vont les tourner en élevage pour en obtenir le miel-là qu'elles mangent. Ces fourmis vont aussi s'occuper de se débarrasser de certains autres insectes nuisibles, etc., etc. Et au fond, on est dans une agriculture dans laquelle on n'a pas besoin de s'occuper au jour le jour, d'aller décimer des populations entières d'insectes et de leurs prédateurs, mais en fait dans un espace où tout le monde collabore ensemble, et dans lequel les insectes et les autres plantes sont finalement les ouvriers de l'agriculteur. C'est difficile je trouve que c'est difficile, surtout pour quelqu'un comme moi dont c'est pas le métier, de décrire exactement ce que c'est la permaculture. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ça produit plus au mètre carré que l'agriculture conventionnelle. Les designs de permaculture ne sont pas reproductibles d'une région à une autre. C'est-à-dire que notre ami avec son jardin si productif en Ile-de-France, je pourrais pas faire la même chose dans mon jardin à Montréal. Il faudrait que je trouve d'autres espèces, que j'adapte beaucoup de choses, bref, que je fasse mon propre design de permaculture. Ce qui a aussi pour conséquence qu'on n'est pas en train de copier-coller des parcelles tout autour de la Terre, comme si le climat était identique, et on n'est pas en train de créer des microclimats, eux, identiques, à l'échelle du globe. Donc, ça n'est pas reproductible facilement, et aussi, c'est ultra sédentaire. Aujourd'hui, un agriculteur, il peut changer d'exploitation. Il peut acheter une nouvelle exploitation, plus grande, plus petite, différente, dans une zone où il y a moins d'impôts. Il peut imaginer déménager. C'est chiant. C'est beaucoup plus chiant que pour le commun des mortels, mais ça se fait. C'est possible. Quelqu'un en permaculture ne pourra jamais faire ça. Faire un design de permaculture et le rendre productif, ça prend des années. On a des plantes qui sont là pour le court terme, pour produire sur le court terme.
des plantes qui sont plantées et qui ne sont pas encore matures, qui ne le seront pas avant longtemps, et qui, de ce fait, leur absence de production bloque l'implémentation d'une autre culture, etc., etc. C'est long, c'est un gros investissement et c'est presque inimaginable de vendre et de recommencer ailleurs. C'est très compliqué. Donc, c'est pas sans problème, c'est pas sans inconvénient. J'ai oublié un autre inconvénient majeur, c'est pas mécanisable. En tout cas, pas avec les techniques d'aujourd'hui, il faudrait des robots humanoïdes, puisque on n'a pas de rang de légumes et de fruits identiques qu'on pourrait ramasser avec des robots qui circulent dans les champs. On a différentes plantes qui sont mises ensemble et réparties sur tout le terrain, et il est impossible de circuler avec un engin à moteur, en tout cas pas un 4 roues. Ça demande beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations, et c'est pas prêt, pour toutes ces raisons, c'est pas prêt d'arriver dans vos assiettes aujourd'hui. Simplement, ça reste quand même l'avenir, parce que ça produit plus, parce que c'est beaucoup plus respectueux de l'environnement et de la biodiversité, et ça va arriver. Et la raison pour laquelle je voulais faire ça, parler de ça, c'est pour dénoncer un petit peu le discours que certains peuvent avoir, qui est de dire mais si on n'utilise pas tel ou tel produit, on nourrit pas la planète. C'est faux dans l'état actuel de nos connaissances. C'est pas juste on trouvera bien une façon de s'en sortir. On sait, on connaît, on a déjà une façon de s'en sortir. Pour ceux qui regardent pour la première fois mes trajets en vélo, ça c'est bien une piste cyclable. C'est extrêmement mal indiqué, c'est pour ça que je râle pas trop, en tout cas sur les piétons. C'est super mal indiqué, mais le trottoir, c'est la surface que vous voyez à gauche. Et ça c'est la piste cyclable. Un dernier petit troll, si vous avez un potager chez vous et que vous faites vos carottes ou tout autre fruits et légumes en rangée, comme si vous aviez un champ et comme si vous passiez un tracteur dessus, alors que vous n'avez pas de tracteur, eh bien sachez que vous reproduisez là un schéma qui est tout à fait absurde dans votre contexte, puisque la seule raison d'espacer autant les fruits et légumes, et la seule raison de créer ces rangées où tout le monde est au même endroit, eh bien c'est pour passer une machine que vous n'avez pas, que vous n'aurez probablement jamais. Aussi, la seule raison pour laquelle vous retournez la terre, à nouveau, c'est pour mimer l'agriculture conventionnelle qui appauvrit énormément les sols et les assèche, et qui a donc besoin de retourner le sol pour avoir une terre plus tendre dans laquelle les racines peuvent se former. Un problème que vous n'avez pas, que vous n'aurez jamais. C'est la seule raison. Voilà. Et puis en retournant à la terre, vous éliminez toutes les bactéries, champignons et vers de terre qui vous aident à produire tout au long de l'année sous le sol un engrais naturel qui alimente vos jeunes pousses. Donc ne faites pas ça. Renseignez-vous, lisez un petit peu sur la permaculture. Je trouve que c'est vraiment intéressant et riche en perspectives. Et puis prenez tous ces débats avec peut-être un petit peu plus de recul dorénavant. Voilà, bonne journée.